Bonjour et bienvenue à notre deuxième partie de nos prix Lovelace et IARC. On s'est trop emballé. On était trop au dernier épisode. Donc, on a pris une légère pause de 2 semaines. En fait, on a tout enregistré ça en même temps, mais pour vous, ça aura été une pause de 2 semaines. C'est la suite de nos prix Lovelace et IARC. Je vous rappelle le concept. Lovelace, c'est ce qu'on aime, ce qu'on dit love, ce qu'on adore dans l'intelligence artificielle. C'est nos conférences, nos lectures préférées. Et le IARC, c'est ce qui nous fait dire le contraire. Ce sont nos prix Citron en intelligence artificielle. On continue cette belle rencontre avec mes précieux collaborateurs et collaboratrices. Allez, bonne écoute. Bye bye. Puis on continue notre aventure. Il y a Sylvain là, que j'ai hâte d'entendre. Là, je le vois à l'écran, mais vous ne l'avez pas entendu beaucoup. Pourtant, il est là. Il nous écoute attentivement, patiemment. Merci, Sylvain. Sylvain, Lovelace, IARC, on commence par quoi? Je pense que je vais y aller avec l'équipe. Je vais commencer par le IARC en premier. Vas-y, on est dans un mood IARC un peu là. Alors, mon premier prix, en fait, IARC, sera décerné à un compte TikTok qui s'intitule Histoire vivante. C'est encore actif, là. Je suis allé voir récemment, puis je me suis promené un petit peu là-dedans, là. Le concept de ce compte-là, en fait, c'est qu'il présente plusieurs personnalités. Des personnalités qui sont décédées, là, ça peut être des personnalités historiques, là, je peux nommer quelques exemples. Il y a John Lennon là-dedans, il y a William Shakespeare, Jack l'Éventreur, Pinochet, Michael Jackson. On peut faire parler Jack l'Éventreur. Exactement. Évidemment, c'est pas leur vraie voix, là, mais on reconstitue une voix synthétique. Et là, ces personnes-là parlent et ils sont animés. Les résultats sont plus ou moins convaincants, là, ça dépend. Là, parfois, ça semble un petit peu mieux fait. Souvent, c'est un petit peu, on voit que c'est pas encore tout à fait abouti. Mais l'idée, c'est vraiment que ces personnages-là, il y a Louis XVI aussi, là, ils vous racontent leur vie, leur histoire, brièvement, et la façon dont ils sont morts. Et pourquoi je dis IARC, c'est un peu cette idée là, d'essayer de redonner vie à des morts, mais le problème, c'est que ce site-là a fait la manchette particulièrement au Québec cet hiver, parce que il y avait dans les personnages, là, il y avait des enfants décédés. Il y avait entre Cédrica Provencher. Exactement, il y avait la petite Cédrica Provencher et aussi la petite fille de Granby, là, qui sont deux histoires d'homicide, en fait, ici au Québec. Où ces deux fillettes-là expliquaient, dans le cas de Cédrica Provencher, on la voyait se promener sur son vélo, puis elle expliquait comment elle était décédée. Puis évidemment, la famille a fait un... Ben oui, mais c'est sûr. T'imagines ta face. Pas très apprécié la chose. Et maintenant, ils les ont retirés, ces vidéos-là. Mais bon, ça explique un petit peu le propos et à quel point aussi que ça peut poser problème. Donc ça, c'est mon premier... IARC. Évidemment, l'arrivée du deepfake ou de l'hyper-trucage, peut-être que dans le cas de l'industrie du film, ça pourra peut-être, je sais pas moi, améliorer ou proposer de nouvelles possibilités en matière d'effets spéciaux et d'effets visuels. Mais lorsqu'on regarde aussi, je pense que cet hiver, on a eu un autre exemple avec lorsque Donald Trump a été... sa première comparution en cours, là, il y a eu une photo sur Internet qui a passé où on le voyait entouré de policiers et dans les rues là, exactement, qu'il tirait de force là dans la rue. Évidemment, c'était faux, mais je veux dire, ça montre en même temps peut-être les dangers qui sont associés avec cette technologie-là. On peut penser à cette application-là, là, des gens politiquement radicalisés. On peut imaginer aussi à quel point ça pourrait renforcer le contrôle des populations ou de la propagande dans le cas de régimes autoritaires ou à des fins politiques partisanes ou idéologiques, comme dans le cas de Donald Trump. Mais ce qui se dégage aussi par rapport au deepfake, ce qui fait peut-être là où le défi sera peut-être le plus grand, c'est en matière de pornographie, des images ou des vidéos à caractère sexuel.
des images là, qui pourraient être prélevées à partir d'une photographie là, pour en faire un contenu pornographique sans le consentement des personnes. Autrement dit, à partir d'une image, on pourrait possiblement, éventuellement, arriver à créer une espèce de film dont vous êtes le héros et dont vous ne voulez pas être le héros. On peut penser tout de suite, on connaît tous le phénomène de revenge porn, à quel point ça peut faire des dommages, particulièrement chez les adolescents, à quel point ça pourrait être amplifié avec une technologie comme ça. Les possibilités sont vraiment très, très larges. Et même si c'est faux, et même si on sait que c'est un trucage, bien les dommages ils seraient là quand même. Sont réels, ben oui. Exactement. Ça pourrait détruire une réputation quand même. On peut penser à ce que ça pourrait dégager justement comme effet néfaste par rapport à une personnalité politique qui pourrait être comme acteur dans un vidéo. Oui, une fausse vidéo de Donald Trump. Exactement. On pourrait complètement détruire des réputations. Alors ça, c'est le prix YARC. Pour le prix Lovelace, j'ai... Effectivement, YARC. Moi, je dirais, là, j'appuierais sur ton YARC, là, parce que il y a de quoi à penser là. Il y a de quoi de malaisant là-dedans, oui, effectivement. Oui, puis il y a beaucoup d'argent investi là. Donc ça, c'est peut-être un angle mort là, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, là, c'est pas toujours le champ qu'on mentionne en premier, là, surtout ceux qui le défendent. Le champ, je comprends qu'il y a des applications super intéressantes en santé, par exemple, c'est souvent mentionné. Mais rarement dans la même phrase, on mentionnait aussi que c'est utilisé abondamment en pornographie, puis dans ce genre de... Puis c'est pas pour critiquer, me servir de cet argument-là pour critiquer l'IA, là, c'est juste par souci de dépeindre qu'est-ce qui se fait en IA, où va l'argent, puis où est généré l'argent, puis comment c'est utilisé cette technologie-là. C'est utilisé là aussi. Là. Oui, vas-y, Frédéric. En fait, c'est juste parce que, tu sais, un des problèmes associés à ça, c'est la réduction de coûts. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ou les outils qui sont utilisés pour faire de l'hypertrucage permettent de réduire le coût de manipulation de la photo, tu sais, à quelque chose qui est absolument ridicule, là, qui coûte presque rien par rapport aux efforts qu'il fallait mettre avant pour le faire. Parce qu'on pouvait le faire avant avec un peu de Photoshop, ce genre de choses-là. Là. C'est juste que là, soudainement, avec ces outils-là, on peut très bien le faire. Le premier venu peut le faire, puis à des coûts moindres. Puis c'est ça un peu l'enjeu. Puis ensuite, c'est les canaux. Le fait de le produire, c'est une chose. Le fait de le partager pour que ça soit dommageable puis que ça cause un préjudice, c'est là qu'elle est vraiment le problème. C'est-à-dire que là, il y a plein de canaux pour le partager très rapidement. Parce qu'une fois que c'est créé, si ça se partage pas, c'est pas grave. C'est moins grave. Mais sauf que si c'est partagé massivement, puis c'est là que tu sais, il y a en même temps une réduction de coûts puis en même temps une augmentation des canaux de distribution. Tu sais, c'est Oui. Il y a comme quelque chose là de bien inquiétant là-dessus. Là. Assez inquiétant, très certainement. Sylvain, tu voulais donner du love. Oui. Alors, Lovelace. Mon prix Lovelace est décerné à Philippe Baudouin, qui est le fondateur là, d'une entreprise qui s'appelle... On va le taguer d'ailleurs dans nos... ouais, c'est ça. Puis c'est simplement parce que selon moi, là, j'ai suivi pas tout à fait là, vraiment là, consciencieusement là, tout le débat entourant ChatGPT, le moratoire, pas de moratoire, parce que ça, à un moment donné, ça me saturait et puis je me suis un peu éloigné de ce débat-là. Mais dans son cas, à lui, je pense qu'il a proposé peut-être l'une des meilleures réflexions par rapport à ça. C'est une réflexion qu'il avait partagée sur LinkedIn et qui l'a amené, en fait, de fil en aiguille à se retrouver avec Yoshua Bengio parce qu'il contestait un petit peu son point de vue et ils se sont expliqués ensemble là, dans une vidéo assez récente. Là. Si vous allez sur LinkedIn, vous allez pouvoir voir ça. D'ailleurs, ils se connaissent. Là. En fait, ce que lui il faisait remarquer, c'est que la question, c'est bon, vous avez des gens là vous avez un camp qui explique il devrait avoir un frein, une espèce de freinage, une réglementation pour un peu limiter là, la recherche qui se fait par rapport à l'IA générative en ce moment. Puis il a pris le problème un peu à l'envers. Il va dire en fait que la plupart des arguments là selon lesquels l'IA constituerait une menace existentielle dans l'avenir plus ou moins lointain. Le problème que lui il identifie à ça, c'est que ça semble toujours imaginer un monde futur qui serait peuplé en fait d'un seul agent d'intelligence artificielle super intelligent.
c'est comme une espèce d'image là d'une IA totalitaire, en fait, qui aurait le contrôle absolu. Là, il dit ça, c'est un problème. C'est comme un déficit de notre imagination. Et il dit, mais si nous nous mettons à imaginer une collection de plusieurs esprits numériques différents, avec des objectifs contrôlés par une tout aussi grande variété, une diversité d'êtres humains avec des objectifs variés aussi, bien là, l'argument du moratoire ou du danger existentiel apparaît soudainement beaucoup moins solide. Sa critique qu'il formule à l'endroit de Yoshia Bengio et de ceux qui réclament un peu un moratoire, je le résume un peu l'argument, c'est que ça c'est leur point de vue à eux là, que lui résume. Il va dire la super-intelligence deviendra plus intelligente que les humains, donc les humains ne peuvent l'empêcher de réaliser son objectif malveillant si telle était son intention. Et lui dit dans un monde où une super-intelligence ou les super-intelligences existent, les humains ne sont plus les seuls acteurs en jeu en fait. Et il faut envisager la possibilité qu'il y aura probablement d'autres IA super intelligentes qui seront indépendantes et qui auront des objectifs différents. Et si on se met à imaginer un tel environnement, bien les scénarios apocalyptiques deviennent plus difficiles à croire pour lui. C'est plus réaliste, en fait, d'imaginer des agents super intelligents qui se concurrencent mutuellement ou qui collaborent les uns avec les autres. Et c'est cette concurrence-là et cette collaboration-là qui pourrait justement contrer les IA malveillantes. Donc, il pourrait avoir un effet de neutralisation par une espèce de jeu de libre concurrence. Exactement. Une démocratie de l'IA. Là. Exactement. Et on peut prendre un exemple. Par exemple, je pourrais avoir d'un côté une IA qu'on pourrait charger. Sa mission, ce serait d'essayer de résoudre le problème climatique. Et cette IA-là pourrait conclure assez rapidement que le problème du climat sur la Terre, ce sont les humains. Donc, il faut tuer les humains parce qu'ils nuisent au réchauffement climatique. Ça pourrait être un raisonnement qui pourrait être très mauvaise idée. Ça prendrait une autre IA qui va lui répondre que c'est une mauvaise idée. Exactement. Donc, si vous avez une autre IA qui serait, elle, chargée de protéger la vie humaine, là, elle pourrait faire réaliser que sa méthode pour résoudre le problème du changement climatique, elle est mauvaise. Elle est moralement inapte, inapplicable. Donc, ça, c'est un peu la manière qu'on peut imaginer la chose. Et son point, c'est que dans un monde où des agents super intelligents existent, la diversité est beaucoup plus est une meilleure stratégie pour augmenter ou améliorer la sécurité que celle du moratoire ou de la prohibition, tout simplement. Tiens, ça serait un bel invité, ça, Philippe Baudouin. Je vais le noter. Je vais le noter dans mon carnet pour la saison 4, peut-être. Il était dans l'aventure de Element AI aussi. Ah oui, hein? Donc, on va, 2 beaux sujets, nous raconter ça, puis nous réexpliquer ce que tu viens de nous expliquer, son argumentaire, pour désamorcer la crainte à l'endroit de l'intelligence artificielle générale, la singularité, la grande domination, Skynet, etc. Là. Moi, là-dessus, sur ce que tu viens de dire, Sylvain, moi, je trouve ça assez intéressant, en fait, là, comme point de vue, mais est-ce que il parle plus de systèmes d'IA qui collaborent ensemble et qui ont été planifiés comme ça, ou est-ce qu'il est plus du côté, je dirais, de l'autre? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faudrait laisser le marché, si on veut, de l'IA, générer des IA en quantité suffisante, de manière plurielle, de façon à ce que le marché s'autorégule de lui-même, si on veut? Est-ce que c'est vers là qu'il va ou est-ce que c'est autre chose? Ça serait une bonne question à lui poser. Il l'explique pas à ce point-là, parce que c'est un post, là, fait que c'est quand même assez limité. Non, c'est pas une thèse, là, évidemment. Mais lui, il se on fait entend ta critique anticapitaliste dans la façon. Non, mais je comprends. Voyons ta question. On me prête des intentions. Je dirais que ça ressemble un petit peu à ça en bout de ligne, mais il y a quand même l'idée là vraiment là de démocratiser un peu l'accès et la capacité de production de ces IA-là à un plus large public possible. Et puis ensuite, oui, je pense qu'il y a peut-être plus il y en a en fait, moins ce sera concentré entre les mains des grandes entreprises ou des gouvernements. Donc, il y aura une espèce de jeu de libre marché, de libre concurrence qui pourra faire en sorte qu'il y aura une autorégulation. Je pense que peut-être ça ressemble un petit peu à ça, mais il y a quand même, comme point de départ, il y a vraiment d'être le plus varié, le plus diversifié possible. Donc, oui, donc il y a une intention de
Il faut voir, là, si on laisse le système aller de soi, je suis pas sûr qu'on va avoir une si grande diversité que ça, mais si on l'impose, si on pousse il y a dans le même cette débat chez les direction-là, sociologues, entre ceux qui, par exemple, Raymond Boudon ou Bourdieu. Raymond Boudon va dire c'est l'individu, c'est l'agentivité individuelle qui décide, alors que Bourdieu va dire qu'il y a des espèces de structures, des déterministes sociaux, et puis qu'on peut pas vraiment se sortir de ça, puis qu'il y a des jeux de pouvoir dans le social qu'on ne peut pas éviter. Alors que Boudon va dire, même les idées comme telles, il y a comme un marché des idées, puis c'est toujours une espèce d'évolution darwinienne qui va invalider les mauvaises idées au fur et à mesure, mais que ça se fait comme une espèce de jeu égal avec chacun, comme si chacun et chacune chacun des gens avait un peu les idées qu'ils avaient ou les points de vue qu'ils avaient la même valeur, le même poids dans le débat social, ce qui est évidemment pourrait être questionnable. Exactement le cas. Donc, on va repousser ça avec l'intelligence artificielle, le même débat, mais appliqué à l'intelligence. Ouais, sauf que dans le cas d'une idée, l'idée elle-même n'a pas d'agentivité. Ouais. Puis les êtres humains, c'est pas des marques protégées. Au sens où, même dans un régime autoritaire très sévère, il y a tout le temps de la résistance. Il y a tout le temps une forme il y a une forme d'autonomie, si on veut, qui va s'exprimer d'une façon ou d'une autre, là. Dans le cas de système d'intelligence artificielle qui compétitionne, à partir du moment où c'est dans un marché, puis que le marché est déterminé, très concentré par ailleurs, puis qui est déterminé par un encadrement qui tend à favoriser les modèles fondationnels au détriment des petits joueurs qui veulent produire quelque chose là-dessus, puis c'est des systèmes qui ont une agentivité qui est attachée à une propriété intellectuelle. Là, je commence, c'est pas une critique anticapitaliste que je fais, c'est plus une espèce de been there, done that, me semble. Puis en tout cas, ouais, on l'a déjà vu. C'est ça, tu sais. Mais en même temps, je comprends son point de vue et c'est super intéressant. Puis je comprends aussi qu'il n'y a pas une thèse en arrière de ça, puis etc. Là, c'est sûr. Là, mais c'est quelque chose d'intéressant en fait. Là, c'est une proposition qui me semble valable. Oui. C'est qu'au lieu d'essayer mais qui soulève des questions beaucoup. C'est ça, exactement. Au lieu d'essayer d'imaginer, de penser des manières de freiner ou de réglementer ça, c'est en fait de démocratiser la technologie le plus possible. OK, à explorer, on va la laisser en suspens, celle-là. Puis, je vais essayer de contacter Philippe pour l'inviter, qu'on puisse poursuivre cette charmante discussion sur un sujet passionnant. Continuons nos prix Lovelace et Yark. Merci Sylvain. Avec Eve qui est toujours là, qui a fini par se joindre à nous, qui est prête à nous partager ses prix Lovelace, Yark. Eve, tu commences par quoi? Mais là, je me retrouve dans une drôle de position parce que je m'en venais yarker. Yarker, oui, mais faisons donc un verbe. Ça fait 3 saisons, bientôt 4. Hein, on peut maintenant faire un verbe. Je m'en venais proposer un prix Yark un peu contre ce discours-là du moratoire et compagnie. Puis en vous écoutant parler, j'avais envie de les défendre. Puis je pense que ça nous place dans une belle... ça montre toute la complexité de la chose, puis je sais pas si vous rencontrez les mêmes enjeux que moi, mais tout est tellement flou. Je me retrouve dans une position où à tellement pas savoir quoi penser, être dans du sable, le mouvement vent, puis à chaque fois que tu crois que tu as une assise confortable, que tu as des certitudes, elle s'ébranle. Donc je trouve que c'est un moment excessivement stimulant pour réfléchir aux choses, mais également très challengeant. Puis c'est un peu ce qui va se refléter autant dans mes prix Yark que dans mes prix Lovelace, je crois. Mon prix Yark, donc, c'était par rapport à la manière dont les gens du domaine technologique actuellement prennent beaucoup la parole pour demander la réglementation, mais ils le font d'une manière un peu agaçante pour un juriste, du moins pour moi. C'est-à-dire qu'il semble un peu nous traiter comme le droit serait la servante de la technologie d'une certaine manière. C'est comme, allô, on est là, on voit un problème, réglez-le. Réglez-nous notre problème. Je pense que c'est peut-être un petit peu... Au garage, là. Il y a un problème. C'est ça. Peux-tu fixer ça, là? Ouais, répare-moi ça, là. Écoute, c'est pas si simple que ça. Puis ils ont l'air souvent de dire, c'est facile. Il suffit de
fais ci, fais ça, c'est facile, moi j'ai des idées, fais ci, fais ça, faisons ça comme ça, puis ça va être réglé. Puis mon Dieu, vous êtes donc ben lent, le droit, ça t'attarde, le maudite procédure, mot t'as dit. Ouais, c'est compliqué, c'est c'est bureaucratie. lourd. On comprend rien, c'est trop. Puis d'une certaine manière, ben le problème dans lequel on se retrouve en ce moment, c'est parce qu'on a peut-être adopté une approche move fast and break things. Tu sais, on innove, on avance, puis les choses s'adapteront à nous. Puis peut-être que la solution à ce problème-là, c'est pas d'adopter une réglementation de la même manière. Par contre, et là, c'est là où toute ma réflexion pendant que vous parliez est arrivée, je peux comprendre aussi l'inquiétude qu'ils ont. Quelqu'un qui a travaillé depuis les années 90, les années 2000, en se disant c'est dans très longtemps qu'on va arriver au point où on en est aujourd'hui, on va avoir le temps, et je peux comprendre que ça devienne excessivement inquiétant. Et je peux la comprendre, cette panique morale, puis de « Hey, ce à quoi j'ai dédié les 25-30 dernières années de ma vie va peut-être nous amener à quelque part que je ne devrais vraiment pas espérer. S'il vous plaît, aidez-moi à pas me placer. » Et que je le comprends, puis l'appel que je ferais, c'est peut-être juste une main tendue, en fait. C'est de dire, c'est un problème qui est compliqué, qui va nécessiter une réflexion juridique, puis ça va nécessiter aussi une expertise technique. Vous pouvez pas juste nous lancer la balle puis nous dire maintenant c'est à votre tour. Vous pouvez pas nous dire non plus voilà ce qu'il faut faire. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Il va falloir qu'on réfléchisse à ce qui existe déjà, parce que parfois j'entends des gens parler, des experts en technologie qui nous disent ben ça c'est un grave problème, il faut le régler. Puis si on retourne dans le droit existant, on a des solutions. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Midjourney, des images de Donald Trump. Au Canada, on aurait quand même des prises pour sanctionner ce genre de problématiques-là. Il y a des dispositions dans la loi électorale du Canada qui empêchent d'imiter c'est vrai. des candidats T'avais politiques. déjà mentionné ça ici. Oui, c'est ça. Puis tout le monde... À chaque fois que j'en reparle, ma mère notamment dit « Oui, mais ta petite loi électorale, là, elle sert à rien. Là. Arrête de nous radoter la même barotte. » Oui, mais c'est vrai qu'elle n'est pas spectaculaire, mais elle remplit le rôle qu'elle a besoin de remplir. Puis je pense que on devrait tabler sur le droit existant plutôt que de vouloir encore faire des grandes choses spectaculaires, des grandes lois phares. Je pense que peut-être des petites interventions juridiques qui sont justement plus faciles. Lorsqu'un Benjo, par exemple, nous dit ça, je peux pas croire que ça va prendre 3 ans pour adopter une loi sur l'intelligence artificielle. Ben, il y a pas tort. Tu sais, c'est vrai que dans 3 ans, au rythme où les choses vont, on va être rendu loin en saperli-popette, là. Il va falloir la réécrire. C'est ça. Fait que, mais si on prend le droit existant, la petite loi électorale, la petite loi banale, mais si on l'ajuste un peu, on la tweak un peu, on la réinterprète, elle, rapidement, elle peut être opératoire. Puis ça, je pense que ça serait important. D'identifier rapidement les limites, puis d'élargir peut-être un peu les limites de la loi existante. Ça encadre déjà. Maintenant, l'IA repousse peut-être certaines limites, fait qu'on fait la même chose avec la loi existante pour être sûr que ça soit englobé. Exact. Puis ce qui m'amène à transitionner vers mon prix Lovelace. Parmi ce droit existant-là, ces lois existantes-là, il y a des textes qui sont particulièrement bien adaptés pour évoluer avec la société, qui ont été écrits pour ça. Et ce sont les textes qui protègent les droits fondamentaux, les human rights. Ces textes-là, par essence, ils sont écrits largement pour pouvoir être réinterprétés avec le changement sociétal. Ouais. Puis depuis plusieurs années, c'est un buzzword un peu, là, le human rights dans l'intelligence artificielle. Puis souvent, quand on parle de human rights dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est 2 choses. Là. C'est vie privée, puis c'est biais. Puis on le fait rarement... C'est vrai que c'est souvent les 2 seuls, ouais. Puis on le fait rarement en s'appuyant sur le discours de droit constitutionnel ou le discours très juridique. On a une conception, une compréhension de ces 2 droits fondamentaux-là qui est très technique, qui est très protection des renseignements personnels, puis s'assurer que les modèles soient bien balancés, puis que le jeu de données soit complet.
Puis on s'en va pas nécessairement dans la conception philosophique de quel était le droit à la vie privée lorsqu'il a été théorisé au tournant de la Deuxième Guerre mondiale, où on pas non plus aux idées de discrimination, comment on interprète discrimination au sens de la loi. Mais il y a tranquillement, pas vite, un changement qui s'opère, puis de plus en plus, je trouve, il y a des chercheurs qui viennent réancrer la réflexion sur les droits fondamentaux dans le contexte de l'intelligence artificielle, dans un cadre juridique plus solide, notamment le droit international des droits de l'homme, donc le International Human Rights Law. Il y a des chercheurs, notamment Elisabeth Reinieris, John Cernel, bon, je suis pas capable exactement de prononcer son nom de famille, je m'en excuse, mais qui est directeur du centre en éthique de l'IA de Oxford, qui ont un discours vraiment qui s'appuie dans les droits fondamentaux, dans leur conception un petit peu plus juridico-philosophique. Puis, je pense que c'est vraiment une voie intéressante pour la suite des choses, parce qu'on peut bénéficier de ce que l'histoire nous a appris pour l'avenir, puis parce que ces droits-là qui sont malléables sont probablement la porte de sortie la plus intéressante pour répondre rapidement et effectivement aux problèmes et aux inquiétudes soulevées par les technologistes, les développeurs, les gens tout le monde qui s'inquiète, nous qui en sommes les utilisateurs. Mais ça, là, on boucle la boucle, il va vraiment falloir faire collaborer dans des espaces interdisciplinaires qui vont nous permettre de à la fois bien comprendre le droit et à la fois bien comprendre les enjeux techniques et vraiment voir comment tout ça peut s'arrimer pour proposer des solutions vraiment optimales, parce que c'est pas quelque chose qui peut se faire soit par l'un, soit par l'autre. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir se faire ensemble. Ensemble, comme à IA Café. Shirley, ça te redonne espoir, toi? C'est surtout que ça m'inspire beaucoup. C'est pile en fait dans ce constat-là que je suis en ce moment sur mes travaux. Et alors attendez, je sais pas si à tout moment on me coupe au montage, mais je sais pas si je vais aller au bout de ma phrase parce que c'est pas que c'est flou dans ma tête, mais c'est encore trop dans ma tête. C'est moi qui te coupe au montage, c'est ça que tu dis? Si jamais je vais pas au bout de ma phrase, potentiellement, oui. Non, parce que c'est encore trop dans ma tête et j'ai du mal à sortir les mots. Mais tout ce que tu as dit, ça me parle, Eve, parce que je suis précisément là-dedans en ce moment. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en plus sur un sujet du coup qui était à la mode, que sont les véhicules autonomes, enfin qui étaient, parce que du coup là c'est un peu moins à la mode, on en entend un peu moins parler. Et il y avait cette idée de concurrence internationale, et fallait aller vite, et fallait mais qui va être responsable, et du coup est-ce que les lois sur la responsabilité elles sont compatibles, est-ce qu'il faut vite les adapter, vite. Et en fait au-delà, je crois qu'on en est au stade où là il faut dézoomer un petit peu, et au-delà de se poser la question de savoir si on a déjà des lois, s'il faut les adapter, s'il faut en créer, et comment, et vite, et tout ça, dézoomer un peu. Et puis du coup là par exemple sur la question de la responsabilité pour ces véhicules autonomes, au-delà de la compatibilité des régimes de responsabilité, c'est surtout la question qu'il faut se poser, c'est la place que doit avoir la responsabilité vis-à-vis de ces véhicules, et qu'est-ce qu'on attend de cette responsabilité, enfin de ces régimes de responsabilité, quel est leur rôle, et qu'est-ce qu'on va venir sanctionner exactement. Et en fait, avec tout ce qui est système d'intelligence artificielle, faut vraiment changer notre manière d'envisager les choses, parce qu'on n'est plus en train de réguler aussi. Moi, ça, je le vois beaucoup à travers ce que je travaille. On vient plus réguler des comportements humains, on vient réguler. Enfin, est-ce qu'il faut venir réguler, sanctionner? Ce sont des fonctionnements de systèmes d'intelligence artificielle il faut arrêter un peu avec cet anthropocentrisme, et vraiment se focaliser sur au-delà du comportement, de se focaliser sur le fonctionnement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que du coup le comportement de ces machines découle de leur fonctionnement, donc il faut s'intéresser, il faut revenir à la racine. Et en fait avec le droit il y a énormément de choses qu'on retrouve. Bon là du coup Eve a très 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 justement ciblé les textes qui ciblent tout ce qui est droit et liberté fondamentale, qui sont vraiment écrites
en vue de s'adapter à des changements de société. Je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça vient de m'échapper. Zut! Mais tu sais, je pense que ça pose la question sur à quel point l'intelligence artificielle va changer tout. Je comprends qu'il y a une inquiétude, là, mais Ève a raison de le rappeler. Il y a une bonne part de cette technologie-là qui peut être encadrée, qui peut être balisée par les socles qu'on s'est donnés à travers des lois, des chartes du droit avec un grand D. Donc, je comprends l'inquiétude, mais si on veut vraiment montrer là, que le droit, même le droit, il faut quasiment tout réécrire à cause de l'intelligence artificielle, il va falloir démontrer c'est quoi qu'il y a de si, ou se concentrer sur les éléments peut-être un petit peu plus particuliers, techniques, qui font en sorte là, que là, il y a un point de rupture, puis il faut absolument réécrire des lois complètes pour encadrer tout ça. Là. Mais je sais pas justement s'il faut tout réécrire. Et c'est précisément là, je viens de me rappeler justement de quoi j'allais parler. Enfin, pour la petite, vraiment, c'est l'anecdote. C'est parce que c'est arrivé hier et j'étais hyper émue de le trouver. J'ai trouvé dans un bouquin de 1966, donc clairement on était très très loin de l'intelligence artificielle, un paragraphe qui est écrit et que je peux reprendre à mon compte. Enfin, dans le sens où je peux complètement récupérer, de raisonner en parallèle de ce qui a été écrit pour réfléchir pour des systèmes d'intelligence artificielle. Le bouquin date de 1966 et il n'y a pas, je crois ça qu'il faut vieillit vraiment... pas, c'est juste d'ajouter intelligence artificielle puis on voit qu'il y a déjà des modes de raisonnement ou des balises qu'on s'est données qui peuvent déjà encadrer ça. C'est ça, il y a des choses un petit peu à... Là, je crois qu'il faut... Il y a autour de l'intelligence artificielle, il y a un truc d'urgence, il y a un truc de... Voilà, faut vite agir. C'est un peu paradoxal parce que c'est justement ce qu'on nous reproche en droit, c'est de pas être assez rapide. Mais je crois que là, il va falloir s'obliger à prendre le temps de dézoomer et de se poser les bonnes questions. Je pose ça là. Dézoomer, posons les bonnes questions. Ève, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à votre conclu? Ben oui, mais je trouve ça super intéressant, surtout dans Charlie, ce que tu dis, surtout dans le contexte où tu as un exemple très concret de... Il y a pas si longtemps, on était dans l'urgence de l'encadrement des voitures autonomes. Fast forward, assez peu d'années, somme toute. Puis maintenant, on a passé à un autre objet brillant qui nous passionne, qui brille, qui scintille, puis auquel toute notre attention est concentrée. Puis ça risque d'être la même chose avec les chats GPT de ce monde. Fait que je pense vraiment qu'il y a une conclusion super intéressante dans ton travail à dire il faut dézoomer. Puis voici un bel exemple des raisons pour lesquelles je pense que c'est important de dézoomer. Je suis un peu... Je suis prophète de ce qui s'en vient, moi, avec mon exemple. Voici comment la suite des choses se produira. Je trouve ça excessivement intéressant. Totalement, parce qu'en plus, les véhicules autonomes, au final, on peut vraiment, quand bien même la mode est passée et que on roule déjà pas tous en véhicule autonome, on peut vraiment, véritablement, concrètement s'en servir et transposer les raisonnements dans tout un tas d'autres usages en lien avec l'intelligence artificielle. Donc là, je crois que c'est vraiment un sujet intéressant parce que il y a eu des adaptations législatives, il y a eu des réflexions très profondes, intéressantes. C'est intéressant de suivre l'histoire de tout ça, parce qu'on voit aussi que les incarnations de l'intelligence artificielle changent, hein, c'est-à-dire que, moi je me rappelle, il y a peut-être 5 ans, c'était les robots, tu sais, quand tu avais une image pour illustrer l'intelligence artificielle, c'était un robot, puis le robot va être capable de parler, nous imiter, puis cette image-là a complètement pris le champ. Ça a été remplacé par les automobiles autonomes. Celle-là, là, c'était fort, là. Je dirais, il y a 2 ans, où on parlait juste de ça, quasiment. En tout cas, c'était le sujet le plus à la mode, je dirais. Puis là, ben c'est ChatGPT. Tiens, d'ailleurs, ça me fait... je vais faire la transition vers moi, mon prix, si vous permettez, mon prix YARC et mon prix Lovelace. Moi, mon prix, puis ça va bien, ça va vous permettre de vous relancer sur un sujet que vous connaissez bien, parce que je trouve que ce sujet-là, voilà, ça résume bien non seulement cet épisode, mais l'année, parce que nos prix YARC Lovelace, c'est aussi pour ça, là, souligner ce qui nous a dérangé, ce qui nous a fait dire YARC, ce qui nous a fait dire Lovelace. Et dans mon cas, je vais commencer par le prix YARC, puis vous allez voir, il y a un lien entre le prix YARC et le prix Lovelace.
Mon prix Yark, moi, je le donne à celles et ceux qui ont créé ChatGPT. Je le donne à ceux qui ont conçu, programmé, puis publié ChatGPT en se disant naïvement, on va lancer ça dans le monde, puis on va le regarder brûler. Parce que c'est un petit peu ce qui se passait, là. Mais je dirais que ce qui est le fun, c'est de voir le processus technologique à l'œuvre, puis bon, ChatGPT, c'est une technologie parmi d'autres, là. Mais il y en a eu d'autres avant des technologies qui ressemblent à, bon, je sais pas, le web, le courriel, Facebook, l'iPhone. Puis là, on a ChatGPT, Midjourney, DALL-E, tout ça. Puis, c'est toujours le même réflexe. Là, on met un objet technologique dans la société, puis on dit, on va regarder ce que ça donne. Je le disais un peu plus tôt, moi, des fois, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu d'expérimentation sur moi. Il y avait quand on disait que les anciens nous donnaient des leçons sur ce qui se passe en ce moment, je lisais justement 2 socio-anthropologues cette semaine, là et Calon, donc qui eux parlaient de la technologie, puis ils parlaient pas de ChatGPT et tout ça, mais ils parlaient de ceux qui conçoivent les technologies, ce genre de technologie-là, puis ils disaient ce sont des activistes sociaux qui s'ignorent. Puis leur réflexion, c'était de dire que lorsqu'on pense à des activistes, on pense pas nécessairement aux geeks en sciences puis en génie. On pense à Greta Thunberg peut-être, puis mais on pense pas à des informaticiens ou des programmateurs informatiques. Mais ce qu'il disait, c'est que ceux qui conçoivent les technologies, c'est drôle comme ils ignorent à quel point ils sont en train d'influencer le monde dans lequel on est en train de vivre. Puis, ce qu'il disait, c'est ce qui est inquiétant, c'est que ces artisans de la science semblent ignorer leur rôle social. Ils transforment la société, mais ils ignorent leur rôle social. Puis, dans le discours, souvent, ça paraît. Moi, j'ai l'exemple de Yann Lecun, mais peut-être que vous l'avez entendu, vous l'avez vu circuler dans sur LinkedIn, entre autres, mais sur d'autres réseaux sociaux, où il disait la technologie, l'IA, là, mais il dit c'est rien de plus qu'un stylo à billes. Hein? En anglais, il disait I invented this new thing, I call it a ball pen. En disant un peu ironiquement, là, regardez, moi, si j'avais conçu un stylo à billes, il y aurait peut-être le même genre de rage sur Internet parce que j'ai créé un stylo à billes. Mais il me semble-t-il qu'il y a une différence entre un stylo à billes puis ChatGPT. Disons que si on rentre ça dans une école, c'est pas le même combat, là. Donc, à celles et ceux qui ont créé ChatGPT, puis qui souhaitent créer des technologies comparables, sachez que ces projets techniques là, et technologiques, sachez que ce que vous développez, il y a des promesses potentielles. Là. Donc, c'est pas amoral, c'est pas neutre. Il y a un projet social qui est derrière, il y a des dangers potentiels. Il faut pas attendre une fois que l'outil est dans la société pour dire c'est vrai, il y a des dangers. On va appeler les juristes pour qu'ils nous encadrent tout ça. Donc, il y a un projet derrière tout ça. Donc, derrière notre tentation là, de changer le monde à travers la technologie, il y a une conception, moi je dirais morale, même sociale du monde. Puis, si vous préférez penser que ChatGPT, c'est juste un stylo à billes, moi, je vous donne mon prix Yark. Aussi, puis, tu sais, stylo à billes, on n'était pas là non plus quand le stylo à billes est arrivé. Puis c'est une tendance qu'on a souvent à dire, puis un exemple bien connu, c'est Tristan Harris, qui disait, il y a personne qui s'est plaint lorsque le vélo est arrivé. Contrairement aux réseaux sociaux, il y a personne qui a rué dans les brancards quand le vélo est arrivé. Mais c'est pas vrai. Lorsque le vélo est arrivé, il y a eu des inquiétudes au point de vue santé. Est-ce que ça va briser les organes reproducteurs? Est-ce que c'est pas une nouvelle révolution sociale qui va tout chambouler aussi? L'imprimerie, là, donc il faut pas ça ruait aussi dans les brancards, là. Il faut pas banaliser ces choses-là. Je trouve que c'est un argument rhétorique très dangereux de banaliser des technologies antérieures qui sont maintenant incluses dans la société au prix parfois de débats importants. Je trouve que c'est une façon facile de faire taire le débat, de dire oui, c'est banal. Puis je pense que encore là, donc bref, un argument
pour replonger dans l'histoire et ne pas avoir des visions myopes de seulement ce qu'on connaît maintenant. Ouais, puis surtout de faire la différence quand même entre un outil d'intelligence artificielle probabiliste puis un stylo à billes. Je veux dire, entre les deux technologies, je pense qu'il y a quand même des distinctions importantes, là, notamment au niveau de l'échelle. Là. Un stylo à billes, pour écrire 1500 mots, ça va quand même prendre un certain temps, de l'expertise, etc., versus l'autre. C'était vraiment un mauvais exemple. Puis sur ce que tu as dit, Ève, je suis absolument d'accord. Il y a comme on oublie un peu l'échelle à laquelle travaillent ou fonctionnent ces technologies-là. Puis dans le cas de l'encadrement, puis c'est quelque chose que je voulais aller, on peut pas encadrer l'intelligence artificielle comme on encadre l'utilisation du stylo à billes, sauf évidemment si vous appelez John Wick, là. Mais là peut-être, mais en tout cas, une référence, une petite référence, ouais, c'est ça. Mais il y a aussi une question du discours social qui entoure la place qu'on veut donner à cette technologie-là. Puis il y a ça qui est un peu problématique aussi, là. Sam Altman, le CEO de OpenAI, a fait le tour de tous les pays, puis il rencontre les gouvernements. Je pense qu'il a parlé à Macron récemment. Je veux dire, c'est du trafic d'influence à un niveau supérieur. Où va se déterminer les responsabilités, où va se partager déjà un certain nombre de possibilités. Ensuite de ça, le hype médiatique, ce qu'il fait autour de l'intelligence artificielle, c'est qu'il vient convaincre, il vient donner, si on veut, une force politique à ces compagnies-là qui produisent des objets, puisqu'on les veut, ces outils-là, on veut travailler avec, on pense qu'ils sont bons, qu'ils sont forts, qu'ils vont régler des problèmes, etc., etc. Ce qui permet à ces compagnies-là de faire de la captation régulatoire à plus haut niveau, au point d'influencer les cadres eux-mêmes dans lesquels ils vont pouvoir opérer, au détriment des plus petits joueurs, comme par exemple des compagnies qui sont vouées à des brillants avenirs, comme Baseline, par exemple, ou Everly. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Il y a comme au-delà des aspects techniques, par exemple, ou des aspects de l'éthique de l'intelligence artificielle qui sont ou techniques ou politiques, si on veut, là. Puis au-delà des aspects du droit, il y a aussi le dialogue social qui entoure ça, puis le rôle que l'État, puis les décideurs devraient jouer dans ce dialogue-là, qui est encore flou puis qui reste encore déterminé, mais qui se fait souvent à l'avantage d'un secteur d'activité, l'intelligence artificielle, qui est parmi les plus concentrés du monde. Puis c'est cette concentration de pouvoir-là qui est problématique dans le moment beaucoup, je pense. Mais moi, pour revenir à l'exemple du stylo à billes, je pouvais pas me retenir de penser, en fait, je l'ai déjà dit dans ce podcast-là, tu peux pas juste dire que c'est un stylo à billes. C'est-à-dire que tu as décidé de dire que c'est un stylo à billes parce que là, tu vois que ça grogne, qu'il y a des critiques, qui sont difficiles à gérer, que le problème est plus complexe, puis que donc ça, tu dis que c'est juste un stylo à billes, mais je suis sûr que lorsqu'il je me mets à la place de ceux qui vont chercher des subventions, du financement, ils diront pas juste que c'est un stylo à billes, là. Ils vont dire c'est vraiment un stylo à billes, là, très, très, très sophistiqué, puis là, c'est-à-dire d'un côté, là, on amplifie ce que la technologie va faire pour financer tout ça. Puis, lorsqu'on voit que ça se met à grogner, on dit finalement, c'est juste un stylo à billes. Donc ça, il faudrait au moins être cohérent dans le discours. Et je me permets de continuer avec mon prix Lovelace. Mon prix Lovelace, je le donne à celles et ceux qui ont conçu, produit et créé ChatGPT. Ah ah! Je vous ai eu, hein? Méchante twist. Rebondissement. Jean-François est toujours là. Parce que malgré ce que j'ai dit, ChatGPT, c'est pas rien, là, ce qui a réussi en 2023. Ça a changé notre façon pérenne et durable de concevoir ou d'illustrer même, je le disais un peu plus tôt, l'intelligence artificielle. On est passé de l'automobile autonome à tout à coup, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est ChatGPT. Puis on dirait qu'il y a juste ça en ce moment, là. Donc, ça a changé notre façon de concevoir l'intelligence artificielle. Tout le monde parle de ChatGPT en ce moment, même nous. Il y a un petit peu de méta là-dedans, là. Mais je dirais que même ma mère a une opinion sur ChatGPT en ce moment. Puis je la salue, mais c'est loin d'être une experte. Donc, en quelques années, ça s'est fait. On sait maintenant c'est quoi de l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT. En tout cas, socialement, c'est un peu le discour. GPT 1, 2, 3, 4 sont sortis dans un relatif anonymat, mais là, ChatGPT, depuis sa sortie,
tout le monde en parle. En tout cas, dans tous les médias, dans tous les congrès scientifiques, je le disais un peu plus tôt, auxquels j'ai assisté. C'est impossible de parler d'intelligence artificielle sans que quelqu'un dise ChatGPT. ChatGPT est devenu l'incarnation même de l'intelligence artificielle. Puis pour ça, c'est quand même un accomplissement, faut le réaliser. Puis ça gomme pas tous les problèmes qu'on a. On les a abordés, les problèmes là, de ChatGPT en ce moment. Là, donc, authorship, allocation du crédit d'auteur, hallucination, on les a mentionnés, le risque de faux, ben oui, de nuisance à la démocratie, ça a été abordé. La triche scolaire, académique, ça, à un moment donné, il faudrait que je vous raconte l'histoire d'un de mes étudiants qui, à la fin d'un post, il y avait le mot regenerate. Ouais, fait que... Oh non. Voilà, copier, pas de bol, coller, et j'ajouterai entre parenthèses maladroitement copier-coller. Anyway, des problèmes de plagiat, enseignement, j'en ai parlé. Des problèmes environnementaux, on en a parlé. Tout ça, c'est lié à ChatGPT. Excuse-moi, je m'excuse de t'interrompre. Mais il y a plein de problèmes, en fait, là-dessus qui sont reliés, à mon humble avis, au fait que ChatGPT réduit le coût de certaines activités comme le plagiat. Le fait qu'il y ait du plagiat, ça dépend. C'est pas ChatGPT qui cause le plagiat, c'est vraiment le contexte dans lequel on apprend qui cause ça. Puis ce que ChatGPT fait dans ce cas-là, c'est qu'il réduit drastiquement le coût du plagiat. Ben oui, c'est ça, parce que là, tu fais une recherche dans Google, parce que tu cherches de l'information, puis dans la petite fenêtre, moi, j'ai mis le plugin ChatGPT. Es-tu là par défaut ou c'est moi qui l'ai mis? Ah, je pourrais pas dire. Ouais, je pense que c'est moi qui l'ai mis. C'est-à-dire que dès que tu fais une recherche sur Google, il y a une petite fenêtre ChatGPT qui te dit la réponse à ta question. Même si tu n'as pas posé de question, il te formule une réponse. Donc, je me mets à la place de l'étudiant qui se pose des questions dans mon cours, puis là, des questions complexes. Puis là, il dit, ben oui, c'est une bonne question, je vais la mettre dans Google, voir. Puis là, il y a une belle réponse, 5 paragraphes, bien séparés, bien écrits. Il y a juste à la fin, il faut enlever le mot regenerate. Parce que sinon, ça passe. Morale de l'histoire, si vous voulez tricher, il faut être un peu filou encore quand même. Hein. ChatGPT ne fait pas tout. Ça a toujours été ça. Donc, il faut être filou un peu, mais disons que ça chamboule toutes sortes de choses. Donc, ça fait partie des critiques, mais je ne vais pas revenir quand même sur les critiques. Ce que je voulais, c'est reconnaître le potentiel de cet outil-là aussi, parce que ça aussi, il faut le mentionner. Ça lit tout, ça résume tout, ça traduit tout. Et ça m'a aidé. Pour traduire des petits bouts de texte en disant ça, je pense que c'est correct comment j'ai écrit ça, mais lui, vois-tu des fautes? Ah, c'est vrai, il propose telle suggestion, puis là, je regarde ce qu'il écrit, évidemment, mais donc il y a ça de possible. Ça nous répond à toutes les questions, à notre demande, puis tout ça avec quelques commandes, quelques mots. Vous dites prompt, moi je dis quelques mots, parce que pour l'instant, c'est les prompts que j'utilise. Voilà, donc ChatGPT, puis c'est plus récente mouture. Entre autres parce que ça crée une belle relation, une vraie interface entre l'intelligence artificielle puis nous. Bon, on a l'impression qu'on peut s'adresser directement à tout ça. Puis voilà, donc j'ai peut-être le nez un petit peu trop proche de la TV, mais j'ai l'impression que c'est une petite révolution à laquelle nous avons assisté cette année. Technologie de rupture peut-être, mais c'est certain que ça transforme, puis ça nous transforme. C'est peut-être ça, une belle technologie de rupture. Puis ça donne l'impression que ça va être difficile de freiner ça, malgré la pause demandée. Je vois mal comment on pourrait appuyer sur pause. On peut encadrer, on peut baliser, on peut se poser des questions, on peut s'assurer que ça va dans la même direction, mais prendre une pause, arrêter tout, je vois mal. Et pour tout ça, à celles et ceux qui ont créé ChatGPT, ben je vous donne mon prix Lovelace. Ça veut dire vraiment plusieurs milliards d'heures de travail d'humains, de plusieurs millions d'humains qui ont contribué à générer du contenu que OpenAI s'est approprié gratuitement pour nous le vendre. Voilà, j'ai donné le prix Yark aussi, faut pas l'oublier. Oui, parce que dit comme ça, on oublie vite que c'est du Lovelace, là. Hein? Donc voilà, faut pas oublier, il y a du Lovelace, puis il y a du Yark. Puis je pense qu'on peut dire les deux à propos de ChatGPT, peut-être même comme envers l'intelligence artificielle en général.
Avez-vous autre chose à ajouter sur Chat GPT, ses utilisations? On a déjà un bon bout de fait. Moi, j'aime bien la petite finale aigre-douce, comme ça. Oui, hein? Oui, ça me plaît. Ouais, c'est comme Amazon un peu, tu sais. C'est comme on voudrait pas, mais en même temps, on l'a. Ouais. C'est le fun. C'est Et c'est ça qui est frappant. C'est ça que je viens de réaliser. Tout le monde, vous l'avez toutes. Vous avez toute votre fenêtre ouverte. Vous êtes pire que moi. Non, moi, je suis cynique. C'est génial de constater que vous l'utilisez dans votre quotidien. C'est fascinant. Moi, je l'utilise abondamment pour vraiment plusieurs tâches simples. Mais c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est, tu sais, ça réduit vraiment mes coûts. Tu sais, je parle pas de coûts juste financiers, mais je parle en termes de temps, là, si on veut. Fait que ça réduit mes coûts associés à certaines tâches. Maintenant, tu sais, si ça réduit les coûts associés à une quantité phénoménale de tâches qui sont faites par des humains qui sont payés déjà pour faire ces tâches-là, quel est l'impact sur une économie comme la nôtre, par exemple, qui est fondée de plus en plus sur une économie de services, là, donc de gestion de l'information. Puis c'est ces impacts-là, je pense qu'il faut chercher à mesurer puis à concevoir tels qu'ils le sont. Là. C'est utile, mais ça va faire mal à beaucoup de monde. T'sais. Ça peut faire mal à beaucoup de monde. Oui, puis si on arrête d'utiliser une technologie parce qu'elle a des conséquences navrantes, ben on n'aurait pas notre cellulaire, on n'aurait pas notre micro, on n'enregistrerait pas devant ce PC. Donc, je pense qu'il y a ça qu'il faut mettre notre cynisme à profit pour créer une société du loisir. Ah oui, exactement. Créons une société des loisirs. Dans le métavers. Dans le métavers, non, une vraie société des loisirs. Justement, tiens, loisirs, ça me permet de faire la transition vers notre conclusion parce que c'est l'été. Donc, ce sera tout pour notre 3e saison d'IA Café. Comme d'habitude, on va être de retour en septembre, mais on va prendre une pause bien méritée. Et donc, de retour, oui, en septembre avec nos aventures, nos recherches, nos réflexions sur l'intelligence artificielle, notre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Je ne saurais trop, à la fin de cette 3e saison, trop remercier mes collaboratrices et collaborateurs dans ce projet. David, je les mentionne leur nom au complet. David Beauchemin, Frédéric Plamondon, Ève Gaumont, Shirley Plumerand, Sylvain Munger, Maxime Heuillet. Sans vous, il n'y a pas ce podcast. Il n'y a pas ces belles rencontres sans votre générosité sans borne. Fred, merci d'être là. Un grand plaisir. Shirley, merci. Merci à toi. Sylvain, merci encore. Merci à toi. David, en espérant te revoir plus souvent l'année prochaine. J'espère bien, ça me fait plaisir. Et Ève, merci encore. Merci à toi, merci à tous. Au nom de toute l'équipe d'IA Café, bonnes vacances, reposez-vous, winter is coming, mais pour l'instant, c'est l'été en intelligence artificielle. C'est l'été pour nous aussi, et pour vous aussi, j'espère. Allez jouer dehors, bande de malades. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prenez soin de vous. On se revoit au prochain épisode en septembre, et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.